Les violettes sont des fleurs. Salut, c'est les violettes. L'hypersexualisation du corps féminin. Avec Cynthia, on a voulu parler de l'hypersexualisation du corps féminin parce que, déjà on est deux femmes, donc on le subit régulièrement au quotidien, et on voulait se demander d'où ça venait, pourquoi est-ce que on peut pas être torse nu, nous les femmes, alors que les hommes peuvent l'être, pourquoi à l'adolescence, nous quand nos corps ont changé, ça a été tout un truc, les garçons nous regardaient différemment et tout, alors que chez les garçons c'était complètement différent, et on a réussi à remonter la piste jusqu'au paléolithique, et c'est assez impressionnant, et on a hâte de vous raconter. On ne connaît pas vraiment l'origine de cette hypersexualisation, mais personne ne peut dire qu'elle n'est pas présente. Quand on s'intéresse un peu à l'art, le corps féminin est toujours l'ultime exemple de l'érotisme. On va beaucoup plus regarder un corps féminin qu'un corps masculin. Même les femmes, par exemple, se disent toujours « je suis une esthète, j'aime la beauté féminine ». Donc pourquoi a-t-on décidé que la beauté féminine était quelque chose de si beau et d'où ça vient ? C'est très simple. Pour commencer, l'hypersexualisation, ça se réfère à une augmentation excessive de la sexualisation dans la société. C'est-à-dire que l'hypersexualisation, c'est la sexualisation, donc l'érotisme de quelque chose, mais vu par la société. Donc on va parler complètement de représentation, que ce soit dans l'art, parce que les premières représentations ont commencé par l'art, que ce soit dans les grottes, avec les hommes préhistoriques, comme par les peintres au XVIe siècle, puis à travers le cinéma ou les publicités au XXe et XXIe siècle. Si on parle de l'hypersexualisation, c'est qu'on y voit quand même une problématique. Le problème pour nous, c'est que cette hypersexualisation, elle contribue à perpétuer des stéréotypes de genre qui sont renforcés par des normes de beauté qui sont complètement irréalistes. Et peu importe quelles étaient ces normes de beauté, au fur et à mesure de l'histoire, on a vu que les normes de beauté différaient. Mais à chaque fois, répondre à ces standards, c'est impossible. On peut pas être une Kim Kardashian, on peut pas être une Vénus, c'est pas possible. Et donc, tout ça, c'est une injonction à la beauté qui est quand même très handicapante pour la femme, alors que les hommes ont moins cette injonction. C'est en gros une pression sociale et culturelle qui influence les individus sur leur façon de s'exprimer et d'exprimer leur sexualité en général. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que aujourd'hui, avant de retourner dans le passé, on fait face à un vrai dilemme. Par exemple, nous, Philippine et moi, par exemple, sont des jeunes femmes du XXIe siècle, assez progressistes, plutôt engagées pour la cause féminine, très libres de notre corps. On est un peu engagés. Légèrement engagées. Voilà. En même temps, on essaye de se dire qu'on est libre de notre corps, et en même temps, on est enfermé dans ce carcan patriarcal qui nous fait nous dire que faut perdre du poids par moment, faut avoir les cheveux longs, faut les couper, faut correspondre à un idéal. Aujourd'hui, le nouvel idéal, il est influencé par les réseaux sociaux, mais en fait, en s'intéressant à l'histoire, on se rend compte que ça date pas d'hier. Et c'est ça qu'on veut expliquer. Faire comprendre aux femmes d'aujourd'hui que ce dilemme, elles ont toujours dû y faire face. Pendant une grande partie de l'histoire, ça on va y revenir, les femmes elles ont été enfermées chez elles, donc pour s'occuper des tâches domestiques et des enfants, de la reproduction. Aujourd'hui c'est plus le cas, les femmes elles travaillent, elles sont plus enfermées entre quatre murs, mais elles sont enfermées dans leur corps. Et c'est Pierre Bourdieu et ses travaux donc, qu'on connaît, qui est un grand sociologue, qui parlait des codes corporels qui paralysent l'aptitude des femmes à rentrer dans la course au pouvoir. En gros, on est tellement occupé à notre apparence qu'on ne s'occupe pas de rentrer dans ces sphères de pouvoir. Parce que, bien évidemment, il faut être une belle femme et pas se maquiller tous les matins, ça prend un temps fou. Penser que peut-être nos cheveux sont pas parfaitement bien mis, ça t'empêche de penser à comment inventer des choses incroyables qui font que le monde change. Et c'est là qu'il y a une vraie différence et un handicap pour les femmes que les hommes n'ont pas. Et à ce moment-là, Pierre Bourdieu ne parle pas d'égalité des chances du tout. Et surtout, si je peux rajouter un truc auquel je pense, c'est qu'aujourd'hui, on accède aussi via ce beauty privilege un peu, quand on correspond aux standards de beauté actuels, Complètement. à du pouvoir, mais via ça. Donc en fait, la société l'encourage encore plus, parce que quand on est une femme, de temps en temps, on peut accéder plus rapidement à des sphères de pouvoir ou à un métier qui nous plaît, parce qu'on a le physique qui correspond, et c'est quelque chose qu'on demande moins aux hommes. C'est peut-être le cas aussi un peu pour les hommes, c'est peut-être moins le cas pour les femmes. Il faut toujours rester un peu nuancé, mais c'est vrai qu'on le demande beaucoup moins aux hommes. Et les hommes seront beaucoup moins avantagés ou désavantagés s'ils n'ont pas le physique de l'emploi.
Mais complètement. Et en plus, combien de fois, avec Cynthia et moi qui travaillons dans les médias, on nous a dit parce que on est grande, on n'est pas grosse, on a des cheveux longs, on a un visage plutôt harmonieux. Ah, mais t'as trop un physique pour la télé, mais faites pas de podcast, faites de la télé. Alors qu'en fait, on s'en fout. C'est notre cerveau qui vous parle, c'est pas notre physique. Pour se recentrer un peu et revenir au fil conducteur de base, on peut dire que la représentation de la femme dans l'art est peut-être le meilleur élément témoin de toute une histoire et de cette hypersexualisation. Par exemple, au Paléolithique supérieur, les premières figures de féminité ont été représentées sous forme de petites sculptures. Par exemple, on avait des sculptures qu'on appelait la Vénus paléolithique. Il y en a eu plusieurs qui ont été faites et elles étaient censées représenter une déesse de la fertilité. Donc on représente une sorte de petit bonhomme, petite bonne femme, avec un ventre énorme qui est censé représenter le ventre d'une mère qui va bientôt accoucher. Donc déjà là, on a la représentation d'une femme sous le trait d'une femme enceinte. Et à côté de ça, on a d'autres représentations schématiques avec des femmes très longilignes. Donc on a la femme sportive athlétique face à la déesse mère qui, du coup, donne la vie. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que depuis que l'humain est tel qu'on le connaît aujourd'hui, donc depuis qu'il est sédentaire, la socialisation, c'est devenu quelque chose d'hyper important, parce qu'on reste avec les mêmes personnes dans le même petit groupe. Et tout ça, ça implique qu'à l'arrivée à l'âge adulte, donc à l'adolescence, le corps change. C'est comme ce qu'on disait tout à l'heure. Mais le corps, du coup, devient genré. Quand on prend un petit garçon et une petite fille de dos, il n'y a pas moyen de les différencier au niveau de la forme du corps. Là où avec des adultes, c'est possible. Parce que chez les hommes, il y a la barbe qui pousse, il y a le pénis qui grandit, il y a les épaules qui s'élargissent, il y a la voix qui devient grave. Et chez les femmes, c'est plutôt la poitrine qui pousse et les hanches qui s'élargissent. Tout ça, c'est des attributs qui sont naturels et c'est des différences normales. Personne ne critique ça. Le problème, c'est que dans la sociabilisation, il y a la sexualisation de l'autre. Ça aussi, c'est normal. On cherche un partenaire pour reproduire l'espèce. Mais là où l'homme, il devient attirant parce qu'il est fort, qu'il protège, donc au Paléolithique, il chassait, et aujourd'hui, c'est plutôt l'homme qui va gagner beaucoup d'argent. Et la femme est séduisante parce qu'elle est capable de faire des enfants. Donc si elle n'est pas trop maigre, qu'elle a des hanches suffisamment larges pour faire sortir un enfant, et que sa poitrine est suffisamment grosse pour les nourrir. Et tout ça, c'est une différence qui fait que la femme est valorisée par son attrait sexuel reproducteur et l'homme par son attrait protecteur, qui va être moins sexualisé parce qu'en fait, c'est beaucoup plus valorisant d'être le protecteur que de fabriquer des enfants. On sait pas pourquoi, parce que fabriquer des enfants, quand même, faut le faire. Mais voilà, c'est comme ça. Si je peux aller un peu plus loin dans ton raisonnement, je pense que, en fait, tu parlais de sédentarité et c'est quelque chose de très important, en fait. Le moment où l'homme a arrêté d'être nomade, c'est quand l'homme a commencé à cultiver des terres. À partir du moment où l'homme a commencé à cultiver des terres, il les a possédées et il s'est rendu compte qu'il y avait la possibilité de conserver ces terres sur plusieurs générations en faisant des enfants. Et il a découvert qu'il y avait un appareil reproducteur qui faisait des enfants. Pour être un peu border dans mon explication et pour faire bien comprendre, c'était le ventre féminin. Donc il a décidé de posséder la femme pour la faire avoir des enfants, pour continuer à transmettre les terres et continuer à engranger du pouvoir. En fait, le patriarcat est directement lié au capitalisme, pour l'expliquer. Et pour continuer dans cette logique, on arrive dans l'Antiquité, qui a été une période de grande richesse. L'Antiquité, c'est une très longue période de l'histoire. On a tendance à vraiment la diminuer, mais c'est une période immense. On la connaît pour l'art, pour les sculptures, pour la philosophie, pour plein de choses. Mais il faut comprendre aussi que l'Antiquité avait quand même une vision assez rétrograde de la femme. C'est-à-dire, on a la vision idéalisée de la femme. Dans leur logique contemporaine, la vision idéalisée de la femme, c'est la femme nourricière, donc toujours ce rôle de mère, et la femme érotique. La femme érotique est uniquement la prostituée. La femme nourricière est la mère, qui n'est pas esclave, du coup, qui vient d'un milieu assez aisé. Donc, même quand on représente des femmes, elles sont toujours habillées, parce qu'on doit les respecter. On ne représente pas les prostituées. Et là, vous allez me dire, mais attends, je comprends pas, dans les sculptures ou même dans les traces qu'on a de l'Antiquité, on a des représentations de corps féminins nus. Eh bien, oui, il s'agit uniquement de déesses. Il n'y a que la déesse qu'on peut représenter nue, et principalement Aphrodite. Les autres déesses sont habillées parce qu'encore une fois, elles doivent être respectables et du coup cacher ce corps qui va soit donner la vie, soit être vendu pour du sexe.
On fait un bond dans le temps et on arrive au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, la religion, elle est hyper importante, comme on le sait, comme on a vu dans le cours d'histoire. Le clergé, c'est quand même une des instances dirigeantes les plus fortes, en tout cas en France. Et donc, dans la religion qui influence beaucoup tout le monde, il y a quand même une hiérarchie entre les sexes, notamment par la Genèse. La Genèse, pour remettre dans le contexte pour les gens qui n'ont pas exactement, en gros, il y avait Adam et Ève au paradis, qui sont les premiers humains, créé par Dieu, et Ève s'est fait influencer par Satan qui a croqué dans une pomme alors que c'était interdit. Elle est allée influencer Adam qui a croqué dans la pomme aussi, et depuis les hommes sont bannis. Donc en gros c'est à cause de la femme que l'humain est banni du paradis et est voué à une misère sur terre en attendant de mourir et de retourner au paradis. Donc on en veut quand même beaucoup à la femme. Et à la femme qui était nue, puisque Adam et Ève, bien évidemment, au paradis, dans toutes les représentations, c'est des hommes qui sont nus. Donc, directement, le corps féminin encore plus, parce que c'est Ève qui a fait la faute, va être la métaphore, en fait, du mal, de la tentation, et du coup, le corps féminin va être un peu condamné à cause de cette histoire. À partir de là, la nudité féminine va devenir quelque chose de mal, et le corps féminin va être considéré comme quelque chose qu'on doit cacher. Les femmes doivent être pudiques pour cacher leur mal et ne pas diriger les hommes vers la tentation comme Ève l'a fait avec Adam. À ce moment-là, les ecclésiastiques immoralisent énormément la sexualité, et notamment la sexualité féminine, notamment en introduisant le thème de la pureté lié à la virginité de Marie. Marie, la mère de Jésus, qui était vierge en ayant un enfant, et c'est un miracle. Et donc Marie, c'est une femme pieuse qui en plus n'a jamais eu à vivre dans le péché pour faire l'enfant de Dieu, donc c'est incroyable. Donc il faudrait que toutes les femmes soient comme ça, donc des saintes ou des mères, sinon c'est des putes. En fait, ce qui se passe, c'est que le modèle qu'on donne dans la religion est une femme qui n'a jamais connu la sexualité, qui n'a jamais eu à se dévêtir. Donc, on a, pour reprendre, le modèle de Ève qui est nue, et qui est la tentation, qui est la luxure, qui représente tout ce qui est mal, et qui du coup a fait sortir l'homme du paradis. Et à côté, Marie, qui par le miracle du Saint-Esprit, qui elle, en fait, est couverte, n'a pas connu sa sexualité. Donc, on va faire comme Marie, aucune femme ne parlera de sa sexualité. Bien sûr, on est obligé pour enfanter de faire l'acte, mais l'acte va être super surveillé par l'Église, afin qu'il n'y ait rien de plaisir ou de plaisant à le faire ou même à le subir, j'ai envie de dire. Oui. En tout cas, rien de plaisant pour la femme, parce que l'homme, à la limite, il peut prendre son plaisir, lui. Oui, c'est moins tabou pour lui. Quand on arrive dans la Renaissance, c'est une période avec plein de richesses au niveau de l'art. On découvre plein de choses. Bon, après, on recule quand même à un certain niveau, au niveau de la santé ou autre. Mais ce qu'il faut noter, c'est que l'art prend un coup. L'art c'est la naissance de la perspective. Bref, on l'a tous appris à l'école. Donc là, on est face à la Vénus de Botticelli, par exemple. Et on découvre un nouvel archétype de beauté. La jeune femme blonde aux cheveux longs, à la peau claire et aux mensurations proportionnées. Et cet archétype, qui est assez rare finalement, est un archétype qui va rester, en fait, la sexualiser à travers Vénus ici, une jeune femme blonde. Donc la blondeur, en fait, la jeune femme blonde va rester quelque chose de très sexualisé qu'on aura après avec Marilyn Monroe. Mais en fait, la Renaissance, c'est le début du fantasme sur la femme blonde et du côté sexuel de la femme blonde, parce que là, on a du coup Vénus, la déesse de l'amour, de l'érotisme, de la beauté, qui est représentée blonde vénitienne. Donc à partir de là, on rentre dans un archétype qui va rester pendant des siècles. Et cette nouvelle forme d'art, ça contribue à la fin du monopole de l'image de la femme qui est liée à la religion. Donc Marie et tout ce qu'on a dit avant. Et donc il y a à ce moment-là une nouvelle forme de peinture qui se développe avec la peinture des dames nobles, qui sont présentées aux cours d'Europe pour conclure des mariages, des alliances. En gros, une fois qu'elle est mariée, la femme, elle est représentée avec un petit chien de compagnie ou une hermine, qui sont le symbole de la fidélité de la femme. En gros, le petit animal endormi sur elle, c'est le symbole de la sexualité qui est apaisée dans le mariage. Donc surtout, une fois que vous êtes mariés, puis quoique même avant pour les femmes, plus de sexe amusant, c'est juste pour se reproduire. On ne voit pas votre corps, mais on a besoin de certifier que votre corps servira à quelque chose sans qu'il soit montré. Quand on arrive à l'âge industriel, on va retrouver quelque chose qu'on connaissait pendant l'Antiquité, dont on s'est séparé quelque temps, parce que le modèle féminin était forcément
soit un modèle ecclésiastique, soit ensuite à la Renaissance une noble, mais on ne représentait plus la femme de petite vertu. Avec l'âge industriel, donc entre le 18 et le 19e siècle, on va retrouver un modèle féminin qui va être soit une femme du coup de la noblesse comme on avait l'occasion d'en voir avant, mais aussi la grisette. La grisette, c'est une femme qui vient de la ville, qui a des faibles revenus, qui est ouvrière, qui est assez réputée sexuellement accessible, donc soit une prostituée, soit une femme de petite vertu, qui va servir de modèle au peintre pour finir ses fins de mois ou gagner un peu sa vie. Et du coup, là, on va représenter une femme qui appartient à une autre classe. Mais en fait, c'est la seule qu'on va montrer nue. On ne va pas montrer nue la noble, on va montrer nue la grisette, parce que son corps n'a pas de valeur, elle est accessible sexuellement, donc on peut se permettre de la foutre à poil. Alors que justement, la noble, elle sera toujours hyper habillée. Quand on continue un petit peu sur l'époque des impressionnistes, du coup 1860, on va essayer de rechercher dans les visages de l'émotion humaine et de les traduire dans la peinture. À ce moment-là, la féminité, elle permet vraiment de trouver ses expressions, parce que la femme a le droit d'être émotive, là où l'homme est fort. Et donc, c'est une source d'inspiration qui permet de revenir à une image traditionnelle de la femme. Donc à ce moment-là, il y a deux représentations qui dominent. Il y a le portrait, où on montre l'expression du visage, et puis la richesse avec les vêtements, et le nu, qui représente une figure lisse de femme qui a une pose classique. De femme jeune, bien évidemment. Pour ne pas parler de à quel point on cache les vieilles, même encore aujourd'hui. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Autre débat sur l'agisme. On en parlera plus tard. Ah, grave, complètement. Oui, ensuite, à partir du XXe siècle, il y a un nouvel art qui débarque. Même pas un art, en fait. Les médias commencent à prendre place. Les médias modernes. Donc, grâce à la technique des frères Lumière et d'autres personnes ensuite, on va avoir affaire, du coup, à la publicité. Que ce soit des films, du cinéma, des photos. On peut représenter la femme de façon beaucoup plus réaliste parce qu'on a des outils pour le faire. Là, il ne s'agit plus seulement de peindre ou de représenter avec approximation. Là, on est dans le réel. Mais forcément, pourquoi pas ne pas utiliser ces nouvelles techniques innovantes pour toujours se plonger dans l'érotisme. Et c'est là que naît la pin-up. D'ailleurs, c'est marrant parce que ça rejoint complètement le dernier épisode des Violettes. Et pour le coup, c'est pas du tout fait exprès. Premier Doug. C'est vrai que c'est pas fait exprès. Ben, en gros, quand on arrive au XXe siècle, il y a une nouvelle façon de sexualiser la femme. Ça va plus être la noble riche, ou alors la déesse, ou alors la femme nue sur les tableaux. Ça va être complètement différent. Ça va être beaucoup plus trash dans la sexualisation. Et en plus, on va avoir dans un seul siècle beaucoup de choses différentes qui vont arriver. Parce que avec le XXe siècle qui arrive et les guerres mondiales qui ont fait que les femmes se sont émancipées, il y a aussi le féminisme qui est arrivé. Donc à ce moment-là, il y a deux choses qui s'affrontent. Il y a ce nouveau moyen que sont les médias qui vont propulser une image hyper sexualisée de la femme, et d'un autre côté les féministes qui vont dire en fait non, regardez, on vient d'avoir le droit de vote, on a le droit de bosser, on a le droit de arrêter de mettre nos seins dans des pubs pour des parfums parce que ça fait vendre, on s'en fout. D'ailleurs, en parlant des seins, il y a des choses à dire. Parce que oui, en fait, les seins, c'est peut-être la chose qu'on a le plus érotisé au cours des derniers siècles. C'est quelque chose, enfin... Qu'est-ce qu'on nous en parle de nos seins ? Petite période compliquée pour moi. Je n'avais pas de seins parce que j'étais très maigre. C'était quelque chose que j'ai très mal vécu. Bon, avec le temps, je m'en foutais un peu plus, mais on nous a vachement rabâché qu'il fallait avoir des seins, qu'il fallait pas en avoir, qu'il y a une manière spécifique de s'habiller. Mais ça vient d'où, ça ? Et ben en fait, les seins, ça symbolise la fertilité et l'allaitement. Comme par hasard, on revient au côté maman. Voilà. Toujours. Donc déjà, ne parlons pas de l'allaitement qu'on ne montre pas, qui est quelque chose, je crois même d'interdit aujourd'hui. Aujourd'hui, non, c'est Aujourd'hui, plus non, simple. c'était plus au 19e siècle. Les gens commencent à se calmer sur l'allaitement. Après, on a le droit, mais alors va allaiter sur un banc dans Paris, bon courage. Ouais, bon courage. Mais du coup, les seins, on sait qu'il y a une utilité particulière pour nourrir son enfant, si on le souhaite ou pas, allaiter son enfant. Mais on le sexualise très vite. On marque déjà une distinction entre le sein féminin et le sein masculin. Donc le sein masculin, du coup, a le droit d'être à l'air libre, tandis que le sein féminin, vu qu'il est plus gros, qu'il a une taille plus importante généralement, enfin pas pour tout le monde, voilà.
Non, mais en plus, ce qui est complètement fou, si on prend avec notre prisme d'aujourd'hui, regardez sur les réseaux sociaux, bien évidemment, tout le monde sait de quoi je vais parler, pavé dans la mare, les tétons féminins ne sont pas acceptés, là où les tétons masculins sont acceptés, alors que le téton, c'est le même. Ouais. Et ce qui est ouf, c'est qu'il a toujours passionné, ce sein. Et pourtant, pendant la Grèce antique, on attendait que ce sein soit hyper musclé. À l'époque des années 20, on attendait qu'il soit tout petit. Parce qu'il y avait un look garçon qui était beaucoup plus sexy. Et puis là, c'était la libération après la guerre. Oui, ça partait d'un militantisme féministe. Et finalement, qui est devenu s'érotiser. Mais ce que je veux dire, après, on attendait des gros seins à la Renaissance, enfin même avant, du coup. Du coup, il y a toujours ce truc des seins, c'est une grande question, ça préoccupe tout le monde. Alors que finalement, les hommes en ont aussi. C'est peut-être pas la même taille. Et puis c'est assez fou comme ça intéresse tout le monde, que ce soit, je sais pas si on se souvient à quel point l'évolution de la taille de bonnet de Nabila a fasciné la France pendant des années. Elle a mis ses prothèses à tel âge, elle les a enlevées, elle les a fait réduire, elle les a remises, machin. Qu'on la laisse en paix, cette femme, elle a les seins qu'elle veut. Et même, je vais faire une rêve de daronne, mais la pub dans les années 90-95 pour le Stinger Wonder Bra, c'est même pas ma génération. On connaît cette pub. Tellement ça a fait saliver je sais pas combien de personnes parce qu'on affichait pour la première fois un décolleté dans les rues de Paris, de France et de Navarre. Et en fait, finalement, les seins ont suivi les transformations historiques, mais c'est toujours resté quelque chose de vachement tabou. Il y a finalement qu'au Japon, que les seins sont pas considérés comme quelque chose, comme un attribut érotique, étant donné que les geishas, par exemple, cachent leurs seins. Bon, après, il y a plein de tribus... de civilisations différentes dans le monde qui n'érotisent pas du tout les seins et dont il n'y a pas de différence entre hommes et femmes par rapport à ça et qui vivent librement boubs à l'air. Mais en tout cas, en Occident, c'est clair qu'il y a un vrai problème avec ça. Juste le Japon, jusqu'à il y a récemment, ils s'en foutaient. Maintenant... Oui, jusqu'aux années différent. 50. Maintenant, après, nouvelle sexualisation du Japon avec les mangas et tout. Bref, encore un autre épisode à Oh là, travailler. oui. Plein d'idées. Mais ce qu'on veut dire aussi, il y a ce truc des seins qui est omniprésent, qu'on retrouve continuellement dans l'histoire, et aussi toujours l'organe pour se reproduire, l'utérus. Hein. On avait fait un épisode sur les folles de la salpêtrière, on parlait d'hystérie. Ils en ont vu les utérus de ces femmes. Enfin, c'est les vagins plutôt, parce qu'ils n'atteignaient pas l'utérus. Mais Oui, ils pensaient que... Oui, ils pensaient, bon. Mais en tout cas, le terme hystérie vient du terme utérus, quoi. Donc en gros, la femme folle, pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode, mais on vous le conseille mais fortement. allez l'écouter. La folie de l'humain n'est que féminine parce que vient de l'utérus. Mais on ne doit pas le voir, hein, parce que en fait, c'est un mal qu'on intériorise, qu'on ne doit pas voir, un peu comme, encore une fois, le corps féminin qu'on cache parce que le corps de Ève qui représente le mal. Finalement, on reste un peu dans ces logiques ecclésiastiques d'il y a des siècles. Parce que si on repense au scandale qu'il y a eu avec l'origine du monde, si vous connaissez ce beau tableau d'une femme qui a les jambes écartées, en gros on voit plan, que ça. Hein. On ne voit que ça, voilà. Mais quel scandale ça a été de montrer un sexe féminin. Mais mon Dieu, ça a choqué tout le monde. Il y a eu des années, Gustave Courbet a peint ce tableau à la fin du 19e siècle. Encore aujourd'hui, on en parle, c'est la référence française de la sexualisation. On peint un vagin, un pubis, même si je peux me permettre, de façon brute, et ça a choqué tellement, et ça choque encore. Hein. Peut-être moins en France aujourd'hui, parce que c'est reconnu comme un chef-d'œuvre de l'art, mais par exemple, tu vas n'importe où à l'étranger, tu montres l'origine du monde, je pense que beaucoup s'offusquent. Ce qui est quand même assez marrant, entre gros guillemets, c'est que quand la femme est montrée nue dans l'art, donc sculpture, peinture, tout ça, ça va être une femme qu'on va hyper érotiser. Et quand on va montrer le vrai truc, parce que l'origine du monde, c'est hyper représentatif, c'est pas du tout fantasmé, c'est vraiment la chose brute. Là, par contre, ça choque, alors qu'il n'y a rien de plus vrai que ce tableau. Et surtout, depuis la nuit des temps, on a représenté des pénis masculins. Faut quand même prendre en compte que les statues grecques, alors oui, on les présentait avec des pénis d'enfants parce que c'était mal vu à l'époque d'avoir un trop gros pénis. Ça, c'est encore une autre histoire. Mais on représentait le pénis masculin, même s'il était diminué. En revanche, on n'a jamais représenté de vagin féminin sur les statues grecques. Donc le pénis, on en a vu en long, en large et en travers. Je me fais rire toute seule. Alors que l'origine du monde, je crois que c'est une des premières fois où on représentait un vagin de façon aussi nette. En tout cas, c'est la première fois que ça a autant popé, un truc comme ça. Parce qu'à la limite, peut-être qu'il y en a déjà eu.
T'es Jones. J'ai dit T'es hyper Jones. T'as vu comment je suis jeune. Non, mais en gros, c'est la première fois que qu'un tableau de ce genre a fait autant parler de lui. Peut-être qu'il y en a eu d'autres, mais en tout cas, des comme celui-là, il n'y en a eu qu'un seul. Finalement, c'est quoi la conclusion de cette histoire ? C'est quoi ? C'est arrêter de sexualiser les femmes en général. Hein. Ouais. Et surtout les enfants aujourd'hui. C'est arrêter de sexualiser les enfants. Parce que les femmes, bon, autre sujet, les enfants, les petites filles, arrêtez de les sexualiser. T'es en train de parler de Gérard Depardieu là ? Non, je rigole. Non, c'est faux. Non, mais. Ou Gabriel Maznev, pardon. Non. Je divague, excusez-moi. Loin de nous l'idée d'en parler. Mais non, il faut arrêter de sexualiser le corps des femmes. Juste, à moins que ce soit dans un contexte sexuel où tout le monde est d'accord, et majeur et vacciné, vraiment. Laissez les gens tranquilles, ne regardez pas une femme comme on regarde une jolie poterie, vraiment non. Ça peut être très beau le corps d'une femme, mais comme ça peut être très beau le corps d'un homme. Et on peut complètement mettre en avant le corps féminin en mais autant que celui des hommes. Voilà, et même je pense que les hommes en ont marre peut-être aussi, ont aussi envie qu'on les mette en avant et qu'on les starifie. Mais peut-être. En fait, il faut juste rétablir un équilibre. On ne dit pas qu'il faut absolument que tout le monde se foute à poil ou que tout le monde soit couvert ou machin. Il faut juste rétablir un équilibre entre les deux sexes. Que le corps de la femme ne soit plus objectifié. Bon, après, c'est pas nous à notre humble niveau qui allons faire quelque chose. Mais c'est important d'expliquer d'où ça vient. Oui, pour pouvoir réfléchir et après chacun se faire son avis. Voilà. Voilà, cet épisode des Violettes est terminé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire. Et pour en apprendre encore plus sur les femmes, l'histoire et les femmes dans l'histoire, rendez-vous sur notre Instagram et notre TikTok. C'est @lesviolettespodcast. À bientôt. Salut.